Effectivement, c'est pour moi un très grand plaisir que de vous retrouver. Je crois qu'effectivement, je fais partie de ceux qui auront fait les 10 ans et je vous remercie de me supporter ainsi depuis 10 ans, ce qui prouve que de temps en temps, mes prévisions se sont presque parfois un petit peu réalisées. Alors aujourd'hui, excusez-moi, il faut que je ne sais pas comment on revient en arrière, merde. Voilà. Aujourd'hui, comme nous fêtons 10 ans, je voudrais essayer avec vous de revenir un petit peu sur ces 10 années et puis de relancer un peu ensuite toutes les perspectives qui peuvent être les nôtres dans un monde qui est quand même particulièrement perturbé à l'heure actuelle. Vous voyez que j'ai choisi comme titre à cette intervention ce qui est le titre de notre rapport Cyclope. C'est la TT cette fois-ci, la 32e édition. Et nous avons choisi comme titre, on donne toujours une sorte de sous-titre littéraire, nous avons choisi après moult hésitations le titre d'une cantate de Jean-Sébastien Bach qui fut jouée pour la première fois lors du temps pascal en 1715, Der Himmel lacht und die Erde jubiliert. Ce qui veut dire, vous l'avez, la traduction en anglais, le ciel rayonne et la terre jubile. Car effectivement, c'est un petit peu la situation au moins macroéconomique qui est celle de la planète à l'heure actuelle et qui montre bien que 10 ans après, la crise de 2008 est très, très largement derrière nous. Alors, bien entendu, quand on choisit pareil titre, il y a quand même quelques dangers. Vous savez, quand un économiste vous dit que tout va bien, que le ciel rayonne, que vous êtes tous heureux, c'est probablement le moment d'acheter un parapluie, car la capacité des économistes à se tromper est infinie, presque au moins autant que celle des assureurs. Mais c'est une autre affaire, vous êtes des gens qui gèrent des risques. Il y a d'ailleurs dans l'histoire quelques exemples notoires. Je cite toujours un des plus grands économistes américains de l'entre-deux-guerres qui s'appelait Irving Fisher et qui est passé à la postérité pour une phrase malheureuse qu'il prononça début octobre 1929. Et début octobre 1929, ce brave Irving Fisher, qui à l'époque avait plus d'influence que quelqu'un comme Keynes, Fisher était allé dire que les marchés boursiers avaient atteint ce qu'il appelait a permanently high plateau, un haut plateau permanent. Nous sommes début octobre 29, 3 semaines plus tard, c'est le jeudi noir. 3 ans plus tard, les actions américaines avaient perdu 85% de leur valeur. Dans le même ordre, quelqu'un qui a été, je dirais, un des économistes que ma génération a le plus travaillé. On a tous travaillé sur l'économique de Samuelson, un des premiers prix Nobel d'économie. Et Samuelson disait au début des années 70, « Ça y est, nous les économistes, nous savons anticiper et prévenir les crises. » C'était juste quelques trimestres avant la crise de 74. Sur la crise de 2008, je dois avouer que j'ai aussi mon bêtisier, mais comme la plupart de mes confrères sont encore vivants, je préfère bien entendu ne pas les citer. Mais donc, méfiez-vous lorsque un économiste vous dit que tout va bien, car c'est probablement vers ce moment-là qu'il faut commencer à se méfier, et vous allez voir qu'il y a en cette planète nombre de points d'inquiétude, moins d'ailleurs sur le champ économique que sur le champ géopolitique. Et ce matin, ma présentation va être beaucoup plus géopolitique qu'à l'habitude. Ceci étant, revenons quand même sur quelques éléments. Et d'abord,
sur la situation économique mondiale. Oui, le ciel rayonne. Alors, je vous rappelle que la première réunion du sommet de l'assurance transport eut lieu en 2009. 2009, pour ceux qui peuvent le voir, c'est le point le plus bas. C'est le moment où le monde a été en récession. Et on ne le savait, si on le savait déjà, on devait être à Cannes, ça devait être en mai ou juin 2009, donc on avait déjà les éléments. C'est probablement la première fois dans l'histoire économique mondiale que le monde était en récession, donc en croissance négative. Pourquoi est-ce que je dis la première fois? Parce que disons que la notion de PIB mondial n'a véritablement de sens que depuis grossièrement les années 70 et surtout le début des années 90, lorsque un certain nombre de barrières sont tombées et que l'espace monde, une expression chère à Fernand Braudel, eh bien l'espace monde a couvert à peu près la terre entière, à quelques exceptions près, comme Cuba ou la Corée du Nord. Eh bien, jusque-là, nous avions été habitués à ce qu'il y avait certes des récessions dans les pays avancés, mais il y avait suffisamment de croissance dans les pays qu'on appelait à l'époque en développement pour que, globalement, le PIB mondial reste positif. Pour la première fois, à partir du deuxième semestre de 2008 jusque pratiquement à la fin de 2009, l'économie mondiale s'est trouvée en recul et donc le PIB mondial a diminué. Lorsque nous nous sommes réunis pour la première fois, le monde était au cœur de la crise. Souvenez-vous d'ailleurs, c'était l'époque où tous les matins, vous ouvriez votre journal pour voir quelle était la banque qui, ce jour-là, ou la compagnie d'assurance d'ailleurs dans certains cas, qui avait fait faillite. Depuis, que s'est-il passé ? Eh bien, on a eu, bien entendu, après ce genre d'événement, on a eu un rebond relativement net. Et on va voir d'ailleurs que ce rebond a été beaucoup plus marqué dans des pays dont on a découvert à ce moment-là qu'ils devenaient importants. C'est le moment où on forge cette nouvelle expression, les pays émergents. Donc, rebond relativement net. Et ensuite, et on va le voir pays par pays, eh bien, ensuite, on a eu une stabilisation. Et depuis maintenant 2 ou 3 ans, nous sommes revenus à des niveaux de croissance, notamment l'année dernière, ce début de 2018, où nous avons retrouvé des niveaux de croissance mondiaux qui sont très proches de 4%, c'est-à-dire qui sont proches de cette époque tout à fait extraordinaire qui avait marqué le début du XXIe siècle entre grossièrement 2002 et 2007. La croissance économique mondiale avait été de 4,5%, ce qui était là aussi un chiffre que jamais le monde n'avait connu, le monde dans son ensemble. Donc c'est vrai aujourd'hui où le monde roule à peu près à un petit peu moins de 4% de croissance, on peut vraiment dire que le ciel rayonne. Et il rayonne pour nombre d'économies, passons-en quelques-unes en détail. L'économie américaine, vous voyez que les États-Unis ont connu, alors vous voyez, l'ampleur de la récession. Nous étions tombés aux États-Unis au premier trimestre de 2009, la récession était de l'ordre de 4%, ce qui était considérable pour des économies aussi lourdes, pour 25% du PIB mondial. Ensuite, les États-Unis, c'est toute l'époque Obama, ont une croissance à peu près de l'ordre de 2%. Et vous voyez que depuis 2 ans, ce cher Donald a beaucoup de chance, puisque l'économie américaine est largement soutenue et roule aujourd'hui à un niveau de l'ordre de 2,5%. Je reviendrai bien entendu sur la situation américaine. Je rappelle simplement que ce rebond de l'économie américaine est largement lié à 2 facteurs externes. L'un
le fait que les États-Unis soient à nouveau au centre de la révolution industrielle mondiale, celle des nouvelles technologies, celle des technologies de la communication en particulier, et puis le fait que les États-Unis ont connu une véritable révolution énergétique avec le développement, dans un premier temps, des gaz de schiste, dans un deuxième temps, du pétrole de schiste, les États-Unis étant redevenus, on le verra tout à l'heure, le premier producteur mondial de pétrole. Et donc, à la limite, vous savez qu'en politique, il est très important pour un homme politique d'avoir de la chance. C'est vrai que lorsque Barack Obama prend le pouvoir, nous sommes le 20 janvier 2009, il a cette chance extraordinaire d'arriver pratiquement le jour le plus bas, ce qui est excessivement pratique, puisque sans faire grand-chose et sans avoir été un président extraordinaire, il a permis aux États-Unis de retrouver leur rang, sachant qu'aujourd'hui, nous nous trouvons aux États-Unis avec un taux de chômage qui est pratiquement au niveau du plein emploi. Nous avons un taux de chômage américain aujourd'hui inférieur à 4%, ce qui, étant donné la taille du marché américain, est effectivement relativement proche du plein emploi. L'Europe, elle, a connu une histoire un peu différente. Et voyez la différence qu'il y a entre la courbe américaine et la courbe européenne. L'Europe connaît une récession un peu plus profonde que la récession américaine, notamment pour ce qui reste quand même le moteur économique de l'Europe, c'est-à-dire l'Allemagne. L'Allemagne va avoir en 2009 une croissance négative de l'ordre de 5%. Paradoxalement d'ailleurs, le pays d'ailleurs de l'OCDE qui va avoir la récession la plus faible, eh bien, c'est paradoxalement la France, car la France, avec le poids très important de son économie publique, 55% des dépenses du PIB en dépenses publiques, la France a pu plus facilement amortir les effets externes de la crise. Son secteur bancaire a un peu moins souffert que celui de ses voisins et la récession française en 2009 n'a été de l'ordre que de 2%. Par contre, ce qui est important en Europe, c'est de voir que, après être reparti un peu artificiellement sur 2010-2011, eh bien nous avons une rechute, ce que les économistes appellent un double dip, et nous sommes retombés en récession sur les années 2012-2013. C'est dans le cas français, on frôle en permanence la croissance zéro, et la reprise ne va intervenir que beaucoup plus tard, pratiquement, et c'est là où le ciel rayonne, pratiquement à partir de 2016-2017. Pour regarder la conjoncture politique française, la reprise arrive trop tard pour sauver François Hollande et elle fait le miel d'Emmanuel Macron, car il ne faut pas se leurrer, ce ne sont pas les hommes politiques qui font la conjoncture, ils en profitent dans un sens ou dans l'autre. Voilà un petit peu pour les pays avancés. Je vous fais grâce du troisième grand parmi les pays avancés, le Japon, car lui nous raconte une histoire totalement différente, celle pratiquement, malgré les Abenomics, d'une croissance zéro, avec des petits moments de relance, des rechutes en récession, etc. L'histoire du Japon reste quand même un peu atypique sur la période. Et puis, nous avons bien entendu les pays émergents. Et parmi les pays émergents, et sur ces 10 ans au fond, l'élément peut-être le plus important, c'est la confirmation de l'émergence de la Chine. Regardez ce graphique, il est quand même extraordinairement parlant. On voit à partir finalement l'entrée de la Chine sur la scène internationale, c'est incontestablement le jour en novembre 2001 où la Chine a adhéré à l'Organisation mondiale du commerce. Et à partir de ce moment-là, vous voyez une sorte d'accélération. Il change de braquet véritablement, puisque le PIB chinois va atteindre des niveaux de croissance totalement déraisonnables presque, de plus de 13-14% vers 2007-2008.
Vous remarquerez, alors, petite remarque que je fais toujours là, que la ligne du bas dans ce graphique, ça n'est pas zéro, ça n'est pas négatif. C'est 6% de croissance. Et je vous rappelle que dans le cas de la Chine, l'équivalent supportable d'un point de vue social, d'un point de vue économique, à l'équivalent de la croissance zéro pour nous dans nos pays avancés, c'est probablement quelque part aux alentours de 5%. La Chine, c'est un peu comme vous savez, un enfant qui commence à faire du vélo. Dans un premier temps, il a des petits trous. Et la Chine avait plus ou moins des petits trous à la fin du XXe siècle. Et puis, au début du XXIe siècle, on enlève les petits trous. Alors, il faut avancer. Parce que s'il n'avance pas, il risque de tomber. Et il faut donc une vitesse minimale, et la vitesse minimale socialement pour la Chine, créer suffisamment d'emplois pour accueillir chaque année les 15 millions de travailleurs immigrés sortant des campagnes, c'est de l'ordre de 5%. Alors, la Chine n'a pas été en négatif, elle a été légèrement en croissance zéro sur un trimestre qui est le premier trimestre de 2009. Ensuite, nous avons un rebond, et puis ensuite, et c'est ça que nous avons connu sur les 10 dernières années, c'est peu à peu la maturation de l'économie chinoise. Ça y est, ils savent faire du vélo. Ils savent faire du vélo et donc ils sont capables de gérer leur vitesse de croissance optimale au fur et à mesure d'ailleurs qu'ils chargent le vélo, que l'économie chinoise devient elle-même quasiment une économie avancée, eh bien, en chargeant le vélo, ils arrivent à tenir, et c'est un petit peu le miracle de Xi Jinping, ils arrivent à tenir un niveau de croissance qui est à peu près à son équilibre, aux alentours de 6,5%. Voilà les 3 graphiques qui, à la limite, résument d'un point de vue macroéconomique le mieux ce que nous avons connu sur ces 10 dernières années. J'aurais pu, bien entendu, vous en montrer quelques autres, parler en particulier de ces pays émergents, car sur les 10 dernières années, il y a une expression qui est née, qui a connu une vogue extraordinaire, et qui a pratiquement disparu. Ça, c'est fascinant. Il y a 10 ans, alors que l'Occident était vraiment au fond du trou, on voyait bien qu'il y avait des forces et des dynamiques, et un économiste de Goldman Sachs, dont je n'ai oublié le nom, et je préfère l'oublier aujourd'hui, a forgé un acronyme, c'était BRIC. Et les BRIC allaient prendre le pouvoir au niveau mondial. Les BRIC, c'était quoi? C'était le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine. L'expression est totalement idiote, puisqu'on mettait dans le même sac des histoires totalement différentes. La Chine et l'Inde, très bien, c'était et ce sont effectivement des pays émergents. La Chine, aujourd'hui, est arrivée à un stade de maturité relativement avancé. Eux, ils savent pédaler sans trop de problèmes. L'Inde reste quand même... ils ont enlevé les petits trous, mais ils ont quand même des problèmes. Et donc, c'est vrai que cette année, l'Inde va probablement avoir la croissance la plus forte de l'ensemble des pays du G20, aux alentours de 7,5%, mais avec des à-coups relativement forts et des, je dirais, des incertitudes de politique économique relativement marquées. Par contre, sur les 10 ans, quelle déception avons-nous eue en ce qui concerne le B et le R? Le R n'a jamais été en réalité un pays émergent. Le R, la Russie, vous le savez, c'est pour l'essentiel un émirat pétrolier, un producteur de matières premières, qui a largement profité d'ailleurs de la période, qui a réassuré, grâce à Vladimir Poutine, sa présence sur la scène internationale, mais qui reste une économie terriblement dépendante des prix du pétrole, du gaz, du nickel et de quelques autres produits. Quant au Brésil, on pouvait en discuter.
nous avons eu dans cette salle, si vous en souvenez, un exposé fort intéressant. Nous avions consacré un rendez-vous de l'assurance transport où notre invité d'honneur était le Brésil. Et mon ami Jean-Yves Carfentan nous avait déjà dit, je me souviens de son exposé où il avait largement présenté la situation brésilienne, les problèmes, notamment en termes de logistique, que rencontraient les exportations brésiliennes. Et il a toujours été extrêmement méfiant quant à l'enthousiasme que l'on avait notamment en France, à l'époque du président Lula, sur le Brésil qui devenait le nouveau géant latino-américain, avec en plus une pensée économique plutôt de gauche qui ne pouvait que plaire sur le bord de la Seine. Le Brésil, malheureusement, a connu ces 4 dernières années une suite d'échecs à la fois politiques et économiques. Il sort à peine d'une période de récession, il en sort de manière suffisamment molle pour qu'à l'heure actuelle, on ne puisse vraiment le considérer comme un pays émergent. Et donc, la grande leçon de ces 10 dernières années, c'est de nous rappeler quelque chose, que nous, les économistes, nous savons, c'est que la martingale du développement économique, la martingale du décollage, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas vraiment. Ce qui s'applique à la Chine, ce qui peut commencer à s'appliquer à l'Inde, eh bien, ça n'a pas forcément très très bien marché en Amérique latine. Nous avons vu d'ailleurs un certain nombre de pays qui ont replongé, je pense à l'Argentine aujourd'hui, et des pays qui se sont effondrés, je pense bien entendu au Venezuela, quelques-uns qui ont confirmé comme le Chili, mais leur poids reste quand même relativement limité. Donc, globalement, quand même, le ciel rayonne, et c'est vrai que la terre jubile. Alors, en matière de jubilation, ça, c'est quand même un graphique qui est assez amusant. Imaginons que quelques assureurs se soient réunis à la sortie du rendez-vous de l'assurance transport en 2009 et qu'ils aient choisi tout simplement d'acheter un indicateur boursier mondial. Donc, ils ne faisaient pas de stock picking, ils se contentaient, alors ça c'est un indicateur qui reprend une quarantaine de bourses de la planète, mais vous avez sur le marché des choses à peu près équivalentes, eh bien nos braves assureurs, tout en allant au ski l'hiver et en passant leur été aux Bahamas, auraient, vous le voyez, multiplié leur capital par 2,5 sans rien faire. Nous avons effectivement des marchés boursiers qui ont, alors c'est un indicateur comme un autre, un peu aveugle j'en conviens, mais des marchés boursiers qui ont littéralement jubilé de ce point de vue-là. Alors vous voyez qu'ils ont atteint un niveau record comme ils n'en avaient jamais connu au début de cette année. Il y a un petit peu quand même de doute à l'heure actuelle et le climat de guerre commerciale dont je vais vous entretenir tout à l'heure ajoute quand même un tout petit peu de doute. Là-dedans, alors est-ce qu'on peut parler d'une bulle? Car lorsque l'on parle de bulle, eh ben, il en est des bulles financières comme des bulles de savon, elles éclatent un jour, on ne sait pas quand, mais parler de bulles, c'est d'imaginer qu'il y a de la surévaluation. J'avoue, et je suis peut-être de ma génération qui ne comprend pas bien des choses, mais lorsque je vois que les fonds de gamme, c'est ma dernière expression, enfin elle n'est pas de moi, donc vous avez Facebook, Amazon, Netflix, Google, Apple et Microsoft, sont arrivés il y a quelques jours à 4 000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Je pense que d'ici la fin de l'année, si nous n'avons pas de gros à-coups géopolitiques, il y en a un tout seul qui arrivera à 1 000 milliards. C'est Apple actuellement qui est en train de mener la course, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. Si vous rajoutez à cela
Tencent et Alibaba, les deux Chinois, alors les market cap des Chinois, c'est toujours à prendre avec des pincettes, mais officiellement, ils sont à plus de 1000 milliards de dollars. Vous voyez que j'ai 5000 milliards de dollars, c'est-à-dire 6 ou 7% de la capitalisation boursière mondiale sur quelques valeurs de la nouvelle économie qui sont là véritablement dans un champ de l'euphorie la plus totale. Alors, l'euphorie, d'ailleurs, on l'a retrouvée en bien d'autres choses. Et je voulais simplement vous en citer quelques exemples. Lorsqu'il y a beaucoup d'argent, ce beaucoup d'argent, on le dépense dans un certain nombre de plaisirs. Alors nous avons eu un record l'année dernière, et sur les 10 ans, on a vu, je suis beaucoup le marché de l'art. L'art est une commodité, passé un certain nombre de millions de dollars, ça devient vraiment des produits financiers. Lorsque vous payez le Salvator Mundi, en partie de Léonard de Vinci, pour 450 millions de dollars, vous n'êtes plus dans le champ, vous en conviendrez, du raisonnable, tout comme lorsque vous voyez qu'en 15 jours, les ventes du mois de mai à New York ont récolté 2,8 milliards de dollars. Je crois que l'on essaie de vous préparer une surprise footballistique pour cet après-midi. Là aussi, lecteur de l'équipe, je m'intéresse toujours à voir quel est le poids financier de chaque équipe. Et je vous rappelle que le jeune, alors je ne sais pas quel est le prix de Neymar Senior, mais en tout cas Neymar Junior a été acheté par le PSG. Alors, le 450 millions de dollars, ça a été payé par Mohamed bin Salman, donc c'était l'argent du pétrole. Neymar a été acheté 222 millions d'euros par le PSG, c'était l'argent du Qatar, donc du gaz naturel. Il y a toujours un lien d'ailleurs sur ces nouvelles richesses. Puis j'ai rajouté, bon, c'est 3 fois rien, un petit hectare en Bourgogne, le Clos du Tard, qui a été payé par François Pinault, 33 millions d'euros. Au-delà de ces exemples un tantinet caricaturaux, j'en conviens, remarquons, et je pense que ce soir, Christine Kerdelan, qui sera notre invitée, alors si j'ai bien compris, après le match, pour que vous soyez tous là quand même, après le match et avant le cocktail. Elle a écrit un bouquin tout à fait remarquable qui s'appelle « Le suicide du capitalisme » et où elle met en évidence une thèse d'ailleurs qui a été largement développée ces dernières années, qui est celle de la montée très considérable des inégalités dans nos sociétés. Vous avez tous entendu parler, bien entendu, vous n'avez pas forcément lu l'ouvrage fondateur de Thomas Piketty, dont on peut ne pas partager toutes les conclusions, dont on est obligé quand même largement de partager le constat. Une immense augmentation des inégalités, à la fois entre les pays, entre ceux qui décollent et ceux qui sont restés à terre, et je pense malheureusement en grande partie à l'Afrique de ce point de vue-là, et puis à l'intérieur de nos sociétés, entre ceux qui font partie de ceux qui sont capables de maîtriser les algorithmes et donc de faire partie du bon côté d'une société qui devient de plus en plus, dans nombre de cas, malgré les efforts des États-providence, une société de maîtres et d'esclaves. Et c'est peut-être un des enjeux majeurs. Alors là, ce n'est plus du champ de l'économiste. Lui, il ne sait pas dire, il ne sait pas faire, mais il y a une chose qui est claire. Nous avons aujourd'hui une situation qui rappelle assez fortement ce que nous avions connu à la fin des années folles, à la fin des années 20, dans une même situation d'euphorie économique, d'euphorie boursière et de montée des inégalités. Ne voyez là aucune recherche de comparaison et donc aucune prédiction de catastrophe à venir. Il y a simplement un certain nombre de réflexions à avoir. Nous serons privés ce soir d'un de nos conférenciers, Édouard Tétrault, qui accompagne le président Macron au Vatican. Je pense que même si on peut ne pas
partager tout le message du pape François sur ces questions-là. Il y a quand même largement de quoi réfléchir. Alors largement de quoi réfléchir parce que, certes, la terre jubile, mais il y a un pas qui va de la jubilation à la folie. Et vous pouvez peut-être le retrouver dans certains de ces achats, mais aussi sur la situation géopolitique. Et c'est vrai que cette année, je vais probablement vous entretenir beaucoup plus qu'à l'habitude de géopolitique, parce qu'il y a un sale gamin qui, quand même, est largement en train de perturber notre vie quotidienne. Et quand je dis notre vie quotidienne, c'est non seulement la vie des marchés dont je vais vous parler, c'est un peu ma spécialité, les matières premières, mais aussi la vie des échanges internationaux, des marchés de services, bien entendu, et je dirais l'avenir même d'une planète qui a quand même largement perdu toute forme de gouvernance que ce soit. Fire and Fury à la Maison-Blanche, ça a été le titre d'un best-seller publié à peine 6 mois après l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Honnêtement, à l'époque, c'était déjà relativement apocalyptique, mais ce qui a suivi l'a été quand même beaucoup plus. Et je crois qu'il faut quand même revenir là-dessus, tant nous avons un élément nouveau dans le New York Times de la semaine dernière. Paul Krugman, qui est un grand économiste qui a eu le prix Nobel, alors le prix Nobel c'est quand même un certain signe de qualité, disait de Donald Trump qu'il était « the worst human being ever to hold his position ». Le pire être humain à avoir jamais occupé cette position. Pascal Lamy, que nombre d'entre vous connaissent, a dit de lui, alors c'est à la limite même un peu exagéré, mais quand même, qu'il était un égotiste narcissique. Bon, mais il faut vivre avec, et il faut tenir compte du fait qu'il a quand même largement modifié la donne sur la scène internationale. Vous savez que son slogan, c'est « Make America Great Again », MAGA. En réalité, nous sommes de plus en plus sur le thème « America Alone ». J'ai essayé, alors, actualisé à aujourd'hui. Donc je ne tiens pas compte des tweets qui peuvent intervenir durant la journée. Bien entendu, j'ai essayé de résumer un petit peu ce que, en 18 mois, Donald a fait avec son équipe à la Maison-Blanche, une équipe, il faut le souligner, qui, à l'origine, malgré la personnalité de Steve Bannon, pouvait paraître relativement équilibrée. Il y avait des colombes, notamment toute l'équipe autour de Goldman Sachs, les anciens de Goldman Sachs, et puis il y avait quelques faucons, mais on pouvait se dire qu'au fil du temps, les faucons, peu à peu, s'adouciraient. Le problème, c'est que les colombes ont à peu près tous disparu, à l'exception du secrétaire au Trésor Steve Mnuchin, qui est largement minoritaire, et que par contre, nous avons un certain nombre de faucons. Robert Lighthizer, le ministre du Commerce extérieur, qui avait été surnommé par les Japonais et les Coréens Missile Man, et qui était le grand spécialiste des accords de réduction volontaire d'exportation d'automobiles à l'époque de l'administration Reagan et Bush. Peter Bolton, qui ne rêve que d'une chose, qui est d'envoyer l'arme atomique sur l'Iran. Robert Navarro, qui lui rêve de faire à peu près la même chose sur la Chine. Ils ont comme économiste un garçon tout à fait charmant, mais qui était un journaliste économique de télévision, Larry Kudlow. Je dois en oublier un ou deux autres, mais on a quand même un effectif à la Maison-Blanche de gens qui sont plutôt des pousses au crime, d'un pouce au crime d'un président qui est un être excessivement malin,
rusé, qui ne croit que dans les rapports de force, dont j'ai deux comparaisons à vous proposer. J'avais pensé qu'il ressemblait un peu à Néron. Néron, une fois qu'il eut éliminé Sénèque. Et Néron qui va finalement se suicider en disant « Quel grand artiste le monde perd en moi ». Je ne sais pas si Trump se suicidera jamais, c'est une autre affaire. Et puis, j'ai écrit un petit papier hier où, penchant aux guerres commerciales franches et joyeuses, je pensais à un autre un peu limité qui s'appelait Guillaume II. Guillaume II qui avait emmené l'Europe dans une guerre franche et joyeuse, dans laquelle, là aussi, il perdit son trône. Alors, les comparaisons valent ce qu'elles valent. Nous devons vivre avec Donald Trump, qui paradoxalement a quelques chances de conserver le contrôle au moins de la Chambre des représentants lors des élections à mi-mandat de novembre prochain, et qui bénéficie d'une cote chez les Américains qui reste quand même excessivement élevée. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Le multilatéral, il n'en veut plus. Il n'en veut plus, il n'aime pas, c'est pas son genre de beauté, donc je sors de l'accord du climat. Alors l'accord du climat, il faut rappeler, avait été négocié par Obama. Mais Obama, alors finalement, les 10 ans qui nous séparent, nous avons eu 8 ans d'Obama. On a eu 8 ans d'Obama et on a eu 1 an et demi de Trump. Alors Obama, on en a fait, notamment en France, parce qu'il était jeune, beau, etc., on en a fait un président admirable. Je prétends qu'Obama a été un des plus mauvais présidents américains. Que ce soit d'ailleurs au niveau de sa politique internationale qui ne l'intéressait pas et où il a été une catastrophe en Irak et en Afghanistan, et en Syrie en particulier, que ce soit au niveau de sa politique intérieure. Car la seule chose qu'il a réussi à faire, ça a été un Obamacare qui est quand même relativement limité. Certes, Obama ne contrôlait pas le Congrès, mais ça fait partie du deal, et un président aux États-Unis doit apprendre à gérer le Congrès. Il n'a pas su le faire. Le résultat, une bonne partie des mesures que Obama a prises, c'était des décrets présidentiels, des executive orders, qui peuvent être annulés par le président suivant par un autre executive order. Il n'avait pas pris le risque d'aller devant le Congrès, que ce soit pour l'accord de Paris, dont immédiatement ou presque Donald Trump est sorti, que ce soit pour un certain nombre d'autres accords régionaux dont je vais parler. Et donc, quelque part, Obama n'aura pas laissé un héritage très important, et des constantes de Trump et d'essayer d'ailleurs de faire disparaître tout ce que Obama avait pu faire. Donc, exit l'accord de Paris sur le climat, pratiquement exit de l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce, en la paralysant peu à peu, puisque les États-Unis ont refusé d'entériner la nomination de nouveaux juges à l'organisme de règlement des différends. Donc l'OMC pourrait se trouver de ce point de vue-là quasiment paralysé à l'automne. Vous avez vu ce qui s'est passé au G7. Alors d'accord, le G7, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais vous avez vu ce qui s'est passé au G7 au Canada il y a une dizaine de jours. Il a remis... Alors, on aurait pu se dire, alors ils viennent de sortir de la Commission des Nations Unies sur les droits de l'homme, ça d'accord, ça n'était pas très très représentatif. Kadhafi en avait été le président à une époque, donc vous voyez quand même ce que c'était, mais malgré tout, c'est aussi un symbole. À la limite, il serait assez prêt à sortir tout simplement des Nations Unies s'il le pouvait, ça irait peut-être un petit peu trop loin, mais... Si je n'ai pas de multilatéralisme, au moins vais-je mettre l'accent sur des politiques régionales? Eh bien non. Obama avait négocié un accord de libre-échange à l'intérieur de la zone Pacifique, dont l'objet était de contrebalancer le pouvoir de la Chine. Donc on réunissait autour des États-Unis tous les petits pays asiatiques, Japon, Corée, tous les autres, qui finalement se trouvaient un petit peu des nains face aux géants chinois. C'était pas mal vu d'un point de vue stratégique. Que fait Trump?
il annule la participation américaine au TTP, donc l'accord de libre-échange transpacifique, et cet accord de libre-échange a quand même été signé, mais sans la Chine ni les États-Unis, son intérêt est quand même relativement limité. Alors une bonne chose pour nous les Européens, parce qu'on se serait fait avoir, on est toujours mauvais dans les négociations internationales, il a annulé les négociations en cours sur l'accord de libre-échange transatlantique, le TTIP, et puis il est en train de remettre en cause, et on peut imaginer que l'accord de libre-échange nord-américain, le NAFTA, va disparaître. C'était cet accord, alors ça c'est un héritage de l'époque Reagan-Bush, puisque c'était le grand accord de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, et ils préfèrent de beaucoup faire et essayer de faire du bilatéral. Alors c'est vrai qu'il a une vision, une autre vision, on a du mal à la saisir totalement de sa politique internationale. Il est sorti, et les États-Unis sont sortis, de l'accord sur le nucléaire en Iran, de manière unilatérale là aussi, ce qui pose d'énormes problèmes, puisque vous savez que ceci s'accompagne d'un nouvel embargo, et donc du blocage, notamment de toutes les entreprises qui avaient repris pied sur le marché iranien, alors en particulier des entreprises françaises. Total a renoncé à South Pars, Peugeot, PSA est en train de réduire ses activités en Iran, et donc on voit bien que là, derrière la volonté d'écraser l'Iran, ou du moins de sortir l'Iran du jeu, il y a aussi une volonté de limiter les actions européennes. Fallait-il reporter et déplacer l'ambassade américaine à Jérusalem? C'était quelque chose qui était sur la table de tous les présidents et qui tous les 6 mois était reporté. Il y est allé, il a rajouté un petit peu de complexité à un dossier du Moyen-Orient de plus en plus inextricable, dans lequel les États-Unis ont perdu toute crédibilité, à la différence de la Russie qui manœuvre admirablement dans ce nouveau grand jeu. Enfin, fallait-il donner une crédibilité à l'horrible petit monsieur Kim en Corée du Nord, aux dépens des alliés traditionnels qu'étaient la Corée du Sud et le Japon. Comme l'a dit Donald Tusk, qui, je vous le rappelle pour ceux qui l'auraient oublié, est président officiellement de l'Europe, Donald Tusk a dit « Avec des amis pareils, on n'a véritablement plus besoin d'ennemis ». Et c'est vrai que de ce point de vue-là, il a totalement raison. Ceci a débouché sur un 4e chantier. Le 4e chantier, c'est celui des guerres commerciales. Alors les guerres commerciales, je dirais, toute direction confondue. Au départ, on se lance sur acier, aluminium sur la Chine. Mais comme une partie de l'acier et l'aluminium chinois passaient par d'autres destinations, on le fait sur l'ensemble des partenaires. Et la guerre acier-aluminium touche moins aujourd'hui la Chine qu'elle ne touche l'Europe, qu'elle ne touche le Japon, qu'elle ne touche la Corée, qu'elle ne touche un certain nombre de pays d'Amérique latine et bien entendu les 2 principaux fournisseurs que sont le Canada et le Mexique. Ceux-ci d'ailleurs ont tiré de leur côté, alors avec des produits tout à fait amusants. Le Mexique a commencé à taxer les exportations américaines de maïs et de porc. L'Inde, qui était touchée légèrement, a touché les amandes de Californie et les pois chiches. L'Europe a donné, comme d'habitude, sur le Bourbon, les jeans et les Harley Davidson, etc. Sur la Chine, on est allé plus loin, sur des sujets plus importants. Le déséquilibre commercial avec la Chine et surtout les problèmes de propriété intellectuelle. Nous avons, et nous allons avoir le 6 juillet, 35 milliards de dollars de flux commerciaux qui vont être surtaxés et, information d'hier, on parle de 200 milliards de dollars de restrictions aussi aux investissements chinois aux États-Unis. Ceci, bien entendu, touche non seulement la Chine, qui est normalement le premier objectif américain, mais aussi l'ensemble des partenaires. Vous connaissez cette phrase merveilleuse de Donald Trump: comment se fait-il
qu'il n'y ait pas de voiture américaine à Berlin, alors que je vois partout des Mercedes à Washington. Ceci n'est pas normal. Il ne s'est pas posé la question de la qualité des 10 véhicules, mais c'est une autre question, et ça, il ne rentre pas dans les détails. Alors, le paradoxe est que l'individu il est imprévisible. Vis-à-vis de la Chine, par exemple, il avait hérité d'une condamnation de la part des tribunaux américains vis-à-vis d'une entreprise chinoise, ça remontait à l'ère Obama, une entreprise chinoise du nom de ZTE. Vous la connaissiez peut-être pas, moi je la connaissais pas non plus, mais c'est le 4e équipementier de télécom dans le monde, et ZTE avait été condamné pour avoir travaillé avec le Soudan et l'Iran, et peut-être même aussi la Corée du Nord, en dépit des amendes américaines. ZTE est un gros utilisateur d'équipements et de composants électroniques américains, notamment fournis par Qualcomm. Et donc ZTE avait été condamné, et une condamnation extrêmement stricte, puisque c'était 7 ans d'interdiction d'achat de composants électroniques américains. Donc c'était pratiquement un étranglement de cette entreprise qui emploie à peu près 80 000 personnes en Chine. Il se dirait que Xi Jinping aurait pris son téléphone pour appeler son ami Donald. Toujours est-il que Donald a accepté que la condamnation de ZTE soit transformée en une simple amende, juste 1,3 milliard de dollars, quand vous vous souvenez ce que BNP Paribas a, ce pourquoi sur des faits à peu près identiques, BNP Paribas avait été condamné. Vous verrez qu'il y a là 2 poids et 2 mesures. Je vous rappellerai d'ailleurs de ce point de vue-là une jolie petite fable de La Fontaine qui est les animaux malades de la peste. Les animaux malades de la peste, tous se disent finalement il faut que nous battions notre coulpe. Alors le lion dit, vous savez, moi j'ai mangé 3 gazelles, et tout le monde lui dit mais c'est normal, c'est votre nature. Et puis à la fin il y a un âne qui dit moi j'ai lapé un petit peu d'herbe sur le pré du voisin, haro sur le baudet. Que vous soyez grands ou riches, ou pauvres et sans défense, vous serez jugés différemment. Le baudet en la matière et dans ces guerres commerciales, c'est malheureusement l'Europe qui est plutôt dans cette position, notamment au travers du dossier iranien, beaucoup plus que la Chine, et j'avoue que j'ai un peu moins d'inquiétude, même si à l'heure actuelle, nous sommes dans la phase de montée des tensions. Si je fais une analogie avec la Première Guerre mondiale, on n'est plus dans la guerre de position, les tranchées sont en train de se mettre en place. Pour l'instant, c'est l'artillerie légère. L'artillerie lourde n'a pas été touchée. Les grands domaines, l'aéronautique, etc., n'ont pas encore été touchés. On verra ce qui va se passer. Très franchement, s'il est une chose imprévisible, c'est bien celle-ci. Et incontestablement, c'est un aléa majeur. J'oubliais de vous dire d'ailleurs que là-dedans, nous avions aussi une guerre avec la Russie. Alors celle-ci, vous vous souvenez que sur ces 10 ans, nous avons eu un grand problème qui s'est appelé la Crimée, la relation entre la Russie et l'Ukraine. Ceci a donné lieu à des sanctions. Alors les sanctions ont été poursuivis, et cette année, nous avons eu notamment les États-Unis qui ont attaqué sur un certain nombre de personnalités de l'entourage de Vladimir Poutine, notamment un très célèbre oligarque qui est Oleg Deripaska. Oleg Deripaska, ça ne vous dit peut-être rien, mais c'est le propriétaire de Rusal, le premier producteur mondial d'aluminium en dehors de la Chine, et du jour au lendemain, plus personne n'a été capable de traiter avec Rusal. La chose serait peut-être un peu en train de se régler, car le paradoxe de Donald Trump, et je pense que c'est dans sa personnalité, c'est un homme qui n'aime pas les démocraties, qui n'aime pas les faibles, qui ne comprend finalement que les rapports de force, et des rapports de force, il peut en avoir avec Poutine, avec Xi Jinping. Il ne peut pas en avoir avec l'Europe, parce que l'Europe n'existe pas. Je vous rappelle que sur ces 10 ans, qu'est-ce qui s'est passé ? Nous avons eu une Europe chaotique, une Europe qui a vécu, bien entendu, le choc du Brexit, qui est encore en cours, mais
qui n'a pas profité, en tout cas pour l'instant, de ce Brexit pour essayer de retrouver un nouveau projet. Emmanuel Macron essaie, je trouve, de manière fort intelligente, de proposer quelque chose de plus d'Europe. Force est de constater qu'à l'heure actuelle, en dehors d'une chancelière affaiblie, il n'y a pas grand monde pour l'entendre et pour l'écouter. Alors, en dehors, vous voyez que j'ai été obligé d'être très long sur cette partie géopolitique américaine. Il ne faudrait quand même pas oublier que sur ces 10 ans, ça a été aussi 10 ans de Xi Jinping. Xi Jinping non, ça n'a pas été 10 ans de Xi Jinping, excusez-moi. Xi Jinping arrive au pouvoir en 2012. Auparavant, nous avions Hu Jintao et son premier ministre, Wen Jiabao. Deng Xiaoping avait décidé, lorsqu'il a remis un peu d'ordre dans le système chinois qui est au fond une sorte de démocratie grecque. N'oubliez pas qu'en Grèce, à Athènes, il n'y avait que les citoyens qui avaient le droit de voter. L'équivalent des citoyens en Chine, ce sont les membres du parti, et notamment les cercles les plus restreints proches du pouvoir. Et Deng Xiaoping avait essayé de prévenir le retour à une situation quasi-dictatoriale, comme on l'avait connu à l'époque de Mao. Et donc, il y avait une règle, c'est que une équipe menée par le secrétaire général du parti, cumulant quelques autres fonctions, pouvait être nommée pour 5 ans, reconduite une fois et une fois seulement. Donc on a eu 10 ans de Jiang Zemin, on a eu 10 ans de Hu Jintao, ceci se termine en 2012, et donc nous avions normalement 5 ans de Xi Jinping, reconduit, et c'était tout à fait prévisible, à l'automne dernier lors du 19e congrès du parti, et normalement le règne de Xi Jinping devait se terminer en 2022. Les règles ont été changées et, vous le savez, lors de la réunion de l'Assemblée nationale chinoise qui a eu lieu au mois de mars dernier, il a été accepté que, alors non pas le secrétaire général du parti, mais que le président puisse être reconduit dans ses fonctions, ce qui veut dire en clair que, effectivement, Xi Jinping a endossé les habits non seulement de Mao, mais des empereurs mandchous, etc., et qu'il a considérablement affermi son pouvoir, un pouvoir aujourd'hui quasiment absolu, ce qui, bien entendu, d'ailleurs, impressionne énormément Donald Trump. Vous savez que Xi Jinping, alors d'un strict point de vue économique, gère bien la maison chinoise, a lancé une initiative extrêmement ambitieuse pour relancer la croissance, les nouvelles routes de la soie, Belt and Road, qui font partie des éléments qui aujourd'hui soutiennent la croissance économique mondiale. Ce qui était aussi, alors sur la période aussi, vous voyez que peu de choses ont changé en ces 10 ans, puisque Vladimir Poutine, toujours là, alors parfois président, parfois Premier ministre, là il est réélu pour son 4e mandat, y en aura-t-il un 5e? C'est autre chose. Il a redonné, alors là nous sommes Poutine en pleine gloire, après Sochi nous avons la Coupe du Monde de foot, bon ils se sont fait battre par les Uruguayens, c'est normal, mais ils n'ont pas été trop mauvais finalement, et à la limite les ambitions footballistiques étaient différentes, derrière l'image qui est celle d'un retour de la Russie au premier plan, avec, il faut en convenir, une stratégie tout à fait intéressante dans le Golfe, avec cette alliance entre la Russie et l'Arabie saoudite pour gérer le marché du pétrole, la Russie protégeant par ailleurs l'Iran qui est son allié en Syrie, l'Iran lui-même étant opposé à l'Arabie saoudite au Yémen. Vous voyez toute la complexité qu'il peut y avoir, une complexité que manifestement les Américains sont incapables de saisir. Enfin, et j'en ai dit un mot, là-dessus, ces 10 ans européens sont 10 ans
sur lesquels il n'y a pas grand-chose à dire, malheureusement. Alors simplement une chose, sur ces 10 ans, l'euro n'a pas disparu. Et ça, quand même, c'est pas mal. Parce qu'il y a 10 ans, j'aurais fait en 2009 un sondage dans cette salle où j'aurais demandé « Pensez-vous que l'euro va survivre ?» Alors, on n'avait pas encore les problèmes grecs, mais on allait les avoir. On avait eu les problèmes portugais. On avait des problèmes quand même non négligeables un peu partout. Qui aurait pensé que l'euro, au contraire, aurait augmenté en termes de statut social sur la scène monétaire internationale? Il le doit à des hommes comme Trichet, comme Draghi, et malheureusement qui sont tout seuls, car l'euro est une monnaie internationale, est une devise. L'euro a une banque centrale, comme les États-Unis. Le problème, c'est quand Greenspan, quand le président actuel de la Fed, Powell, parle, il a en face de lui une Maison-Blanche, un département du Trésor. En Europe, quand Draghi parle, il n'y a pas de Maison-Blanche à Bruxelles. D'ailleurs, on ne sait pas qui est le vrai patron. Il n'y a pas de département du Trésor à Bruxelles non plus. C'est une des idée forte, intelligente, je pense, d'Emmanuel Macron. Et donc, l'Europe reste largement en panne. Je vous signale, mais ça ne vous intéressera peut-être pas, mais c'est à titre personnel que ces 10 ans ont été aussi marqués par la fin de quelque chose qui a été essentiel dans la construction européenne, qui s'appelle la politique agricole commune. Il n'y aurait pas eu de politique agricole commune, l'Europe n'aurait pas existé. Maintenant, on est en train de la rejeter, ce qui est fort dommage, et ce qui explique d'ailleurs le désarroi des populations agricoles, et pas seulement en France. Voilà un petit peu le contexte général. Alors venons-en à ce qui est un petit peu ma spécialité. Je vais essayer d'être bref parce que je me rends compte que je commence à être déjà trop long, qui est la situation sur les marchés de matières premières et de commodités. Alors c'est intéressant, les marchés de matières premières et de commodités, parce que n'oubliez pas que c'est un petit peu la partie émergée de l'iceberg de toutes les tensions géopolitiques et géoéconomiques mondiales. Ce dont je vous ai parlé des tweets de Donald Trump, mais ça a une traduction directe sur des marchés aussi différents que l'acier, l'aluminium, le pétrole, le soja, la viande de porc, les amandes de Californie, le pois chiche canadien, etc. Donc, sur énormément de marchés de commodités, nous sommes directement touchés parce qu'au fond, ce sont souvent les produits les plus simples de l'échange international. Sur la période que nous avons connue, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous voyez qu'il y a eu effectivement la crise, mais la crise a été peut-être plus qu'ailleurs, beaucoup plus vite oubliée. Ce que vous voyez là, c'est une courbe avec les marchés, les principaux marchés de matières premières cotés sur des bourses mondiales. Et vous voyez que, oui, on avait connu un premier choc en 2008. On a le hockey de la crise économique mondiale. Et puis ça repart. Et vous voyez que, grossièrement, jusqu'en 2014, les prix mondiaux des commodités sont restés à des niveaux extrêmement élevés. Par la suite, nous avons assisté à un véritable contre-choc. Et quand je prends maintenant un peu de recul, je pense que sur la période 2006-2014, le monde a connu un choc sur les marchés de matières premières et de commodités un peu identique à celui qu'il avait connu dans les années 70. Sur ces marchés, marqués par un cycle de l'investissement relativement long, eh bien, nous avons périodiquement, tous les 20-25 ans, des chocs, des périodes de forte tension de prix, avec d'ailleurs presque toujours le même type de discours: le monde va manquer, nous allons épuiser nos ressources, etc. Et donc, un choc sur les marchés qui va déclencher suffisamment d'innovations technologiques, de nouvelles découvertes, etc., pour permettre ensuite d'avoir un rééquilibrage, le rééquilibrage passant à partir de 2014 par un véritable contre-choc. Ceci étant,
les tensions géopolitiques. Et puis quelques innovations technologiques ont quand même un petit peu modifié la donne, et vous voyez que depuis 2 ans, depuis un point bas atteint au début de 2016, nous assistons à une reprise des marchés, alors avec des histoires quand même extrêmement différentes. Je vais quand même développer un peu rapidement, parce que sur les tensions énergétiques sont bien entendu le sujet majeur du moment, mais nous avons aussi des tensions sur les marchés des produits industriels liées en particulier à ce nouvel élément qui va passionner, je l'imagine, des gens du monde du transport, qui sont les véhicules électriques. Et donc, qui dit véhicule électrique, dit batterie, etc., j'y reviendrai. Par contre, des situations agricoles plutôt déprimées, après de fortes tensions qu'on avait eues. On s'est réunis pour la première fois en 2009. En 2010, nous avions eu la canicule en Russie. En 2012, nous avions eu la sécheresse aux États-Unis, des flambées sur les marchés agricoles mondiaux. Ça fait 4 ans qu'on n'a rien à se mettre sous la dent, que le climat est à peu près optimal, et donc que jamais le monde n'a autant produit, ce qui est une bonne chose pour l'humanité, ce qui est bien entendu une mauvaise chose pour les marchés et pour les producteurs, d'autant plus qu'aujourd'hui, nombre de ces producteurs ne bénéficient plus des productions auxquelles ils avaient été habitués. Enfin, il me faut quand même dire un mot du transport maritime. La situation de ce point de vue-là n'est pas très très brillante, car les années d'euphorie, nos amis armateurs ont tendance à être des optimistes et à se dire c'est le moment, donc je vais aller toujours plus loin, toujours plus gros, et j'aurai plus gros que mon voisin bien entendu, et donc nous sommes sur des marchés surcapacitaires. Alors, vous verrez le graphique du vrac sec, c'est probablement le marché le plus délirant que nous ayons connu ces 10 dernières années. Les tankers, c'est pas mieux, et je laisserai, on va avoir une table ronde tout à l'heure pour faire le point sur l'ensemble de ces marchés. Alors, un mot simplement, alors pour vous rappeler, alors juste pour le petite anecdote, quels sont les marchés qui sont aujourd'hui les plus chauds? Quelles sont les choses dans lesquelles vous auriez dû investir l'année dernière? Et vous auriez eu des retours sur investissement tout à fait remarquables. Le cobalt et le lithium, ça vous comprenez, c'est pour faire des batteries. Alors le beurre, vous avez peut-être remarqué qu'il y a eu des moments où il n'y avait plus de beurre sur les étals de vos supermarchés. Eh bien, le prix mondial du beurre avait été multiplié par 3. La vanille, c'est un peu pareil. Le palladium, le soufre, le charbon à coke. Il y a une ligne que je n'ai pas mentionnée, parce qu'elle est importante, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous voyez, j'apporte quand même plutôt des mauvaises nouvelles, mais là c'est une bonne nouvelle. C'est le fait que les droits à polluer, donc la tonne de CO2 en Europe, a vu son prix depuis 6 ou 7 mois passer de 5 à 15 euros la tonne. Alors, c'est pas assez. C'est bien entendu pas assez. Il faudrait que la tonne de CO2 soit à 50, voire à 100 $ la tonne pour que cela modifie véritablement nos modèles de production. Mais à 5 euros, c'est totalement ridicule. 15 euros, c'est quand même un peu mieux. C'est un petit message positif. Et puis, alors pour ceux qui vraiment aiment spiler, pour ceux qui sont prêts à croire toutes les pyramides de Ponzi possibles et imaginables, je vous rappelle qu'il y a de nouveaux marchés qui se sont développés dans le champ des crypto-monnaies et que la meilleure performance de 2017, c'est un machin dont on n'avait jamais entendu parler, qui n'existait pas d'ailleurs en 2009. Je veux parler du Bitcoin. Alors, un petit mot sur le pétrole. Le pétrole, parce que ça continue quand même à jouer un rôle important. D'abord, parce que je vous rappelle que le pétrole, ça fait des bunkers, et que les bunkers, c'est quand même un élément non négligeable, ou du jet fuel, donc un élément non négligeable des coûts, que ce soit du transport maritime, que ce soit du transport aérien, et puis qu'il a continué à avoir un rôle géopolitique fondamental, qu'il reste quand même assez largement incontournable dans un certain nombre de fonctions. Quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois, nous étions en 2009, le pétrole était tombé
à peine, là ce sont des moyennes mensuelles, donc en réalité, fin 2008, début 2009, on est aux alentours de $30 le baril. On était le 10 juillet 2008, on avait été à $147 le baril exactement. Je vous parle de baril de Brent. Faites bien attention à ne pas confondre le Brent et le brut américain qui vaut aujourd'hui $10 de moins. Ensuite, eh bien, le marché est bien remonté. Vous voyez qu'on a eu une période assez extraordinaire qui était gérée par l'Arabie Saoudite, où l'Arabie Saoudite était un peu le swinging producer, et le prix du pétrole a été extraordinairement stable pendant pratiquement 4 ans, aux alentours de 100, $110 le baril. Ensuite, contre-choc, changement de stratégie de l'Arabie Saoudite, et en début 2016, on est revenu à $30. Et vous voyez qu'aujourd'hui, nous sommes, alors j'ai regardé hier soir, nous étions à $75 le baril. Alors, comment expliquer tout cela ? On va reprendre très rapidement facteur haussier, facteur baissier. Facteur haussier, on a alors une réalité, ça fait partie d'ailleurs, je dirais, de la constante de ces 10 années, c'est l'effondrement du Venezuela. Durant ces 10 années, nous avons perdu Chavez. Et au fond, j'avais une petite affection pour lui, peut-être parce que il avait un côté romantique à la Mélenchon qui me plaisait bien. Mais le technocrate borné qui lui a succédé est bien pire, je veux parler de Maduro. Le résultat, c'est que le Venezuela, qui était au-delà de 3 millions de barils jour de production il y a encore une vingtaine d'années, dont l'objectif officiel de production est de 2,5 millions de barils jour, a produit au mois de mai dernier pas 1,4, 1,39 millions de barils jour, et il semblerait qu'en juin, ils arrivent à peine à produire un peu plus d'1 million de barils jour. Donc ça a été quand même un des éléments majeurs qui a affecté le marché mondial. Rajoutons à cela la Libye. C'est vrai que durant ces 10 ans, nous avons perdu Muammar Kadhafi. Et on en vient honnêtement, quand on voit la situation libyenne, à presque le regretter. Mais la Libye, elle aussi, dont la production s'est effondrée. Alors cela dépend du moment. Est-ce que les terminaux pétroliers sont contrôlés par l'un, par l'autre, etc. Mais ça a aussi sorti des productions importantes du marché. On pourrait rajouter le Nigeria, l'Angola, quelques autres. Donc, il y a eu, et n'oubliez pas que c'est une constante, la malédiction du pétrole. Il y a eu effectivement, sur ces 10 ans, un retour de cette malédiction du pétrole qui a touché nombre de pays. Ajoutons à cela, toujours dans les facteurs haussiers, le nouvel embargo. On avait eu cet accord sur le nucléaire iranien, et donc l'Iran s'était remis à redevenir un exportateur important. Ils étaient en train de monter en puissance. L'embargo, la sortie des États-Unis de l'accord nucléaire sur l'Iran, et donc la remise en état de l'embargo va probablement limiter là aussi la production iranienne. Ajoutons à cela, bien entendu, l'augmentation de la consommation par les nouveaux pays émergents, notamment qui n'ont pas de pétrole, notamment la Chine et l'Inde. Je vous rappelle une chose, sur ces 10 ans, la Chine est devenue le premier marché automobile mondial. Ils sont le premier producteur d'automobiles au monde, et ils sont le premier marché au monde. Alors les voitures, alors pour ceux qui se sont baladés à Pékin, vous savez qu'on y fait surtout du surplace, mais malgré tout, les petits Chinois, quand ils ont des voitures, ils ont aussi besoin d'un peu d'essence, et la Chine et l'Inde, rien que sur les 4 premiers mois de 2018, ont augmenté leurs importations de 1 million de barils jour. Je vous parle d'un marché qui pèse entre 95 et 100 millions de barils jour au niveau mondial. C'est vrai que nous avons eu un accord de réduction des capacités de la part de l'OPEP, et pour la première fois, la Russie et quelques autres pays se sont associés à l'OPEP. Aujourd'hui, on peut presque dire que la Russie est devenue un membre de l'OPEP, et vous avez vu d'ailleurs que vendredi dernier, Russie et Arabie Saoudite, Russie et OPEP ont décidé, alors quelles sont les compensations que la Russie a données à l'Iran, je n'en sais rien, ont décidé de réaugmenter
leur production de 1 million de barils jour, de manière à essayer de contenir, je l'imagine, les prix dans la zone des 70 $ le baril, alors que les stocks de l'OCDE sont revenus quasiment à la normale. Mais, en face de ces facteurs haussiers, il y a des facteurs baissiers. Sur les 10 ans, quelle est la grande révolution? Lorsque nous nous sommes vus pour la première fois, c'était en 2009. En 2009, on commençait à parler d'un truc qui s'appelait les shale gas, qui étaient des gaz de schiste qui étaient produits par des forages non plus verticaux mais horizontaux et par fracturation des roches, je dirais avec un jet d'eau un peu amélioré. Alors je vous signale que c'est un procédé qui aujourd'hui techniquement est bien connu, mais qui fait suffisamment peur pour qu'en France, et c'est à l'époque sarkozienne, mais ça a été maintenu par Hollande, il y a une interdiction totale de faire quelque forage que ce soit pour savoir si éventuellement en France il y a des gaz de schiste. Nous les gardons bien entendu pour les générations futures, ça n'est pas plus mal. Alors, premier élément, les États-Unis retrouvent leur équilibre et leur autosuffisance en termes de gaz. Ce qui s'est passé sur ces 10 années, ça a été la montée en puissance que personne honnêtement n'avait anticipée de la production de pétrole de schiste. Pétrole de schiste dans la zone du Texas, le bassin du Permian, dans la zone du Dakota du Nord, le bassin de Bakken. Et aujourd'hui, les États-Unis sont redevenus le premier producteur mondial de pétrole, ce qu'ils avaient été à la fin du 19e, au début du 20e, au temps de Rockefeller et de la Standard Oil. Le résultat, c'est que les États-Unis, alors ils restent quand même encore importateurs de pétrole, mais ils sont devenus exportateurs de pétrole. Et à l'heure actuelle, au mois de juin, ils auront exporté 2,5 millions de barils jour, en particulier sur l'Asie, dont 400 000 barils jour sur la Chine, qui pourrait être d'ailleurs touchée par les mesures coercitives de la part du gouvernement chinois. Alors, les États-Unis ont simplement un petit problème, c'est que le développement de leur production est assez remarquable, l'infrastructure n'a pas suivi. Le réseau d'oléoducs est insuffisant et par exemple, et c'est un sujet que vous connaissez déjà je pense, leurs capacités d'exportation sont relativement limitées. Il y a simplement un quai dans le golfe du Mexique qui peut accueillir un VLCC. Et donc, pour l'instant, ils ne peuvent exporter que sur des navires plus petits. Alors, ils sont en train de bâtir des oléoducs, etc. Problème du développement des oléoducs aux États-Unis, ces oléoducs sont faits à partir d'acier. Cet acier est à 77% de l'acier importé, parce qu'il n'y a plus aux États-Unis de capacité de production des aciers spéciaux nécessaires pour produire des oléoducs. Le problème, c'est que ces aciers importés, en particulier d'Europe, eh bien, sont touchés par les taxes mises en place par le gouvernement américain sur les importations d'acier. Vous voyez que tout se tient quelque part et c'est là quelque chose de tout à fait intéressant. Tenons compte aussi de l'augmentation des prix et de son impact sur la consommation. Je dois avouer que je continue à être plutôt baissier sur le marché du pétrole, que je pense que nous pourrions nous retrouver vers la fin de l'année aux alentours de 60 $ le baril, à moins que quelques tweets présidentiels ne changent complètement la donne. Sur ces 10 dernières années, un élément important à vous souligner, regardez, ça c'est important, c'est même pas les 10 dernières années, ce sont les 5-6 dernières années, puisque ça commence en 2012, c'est l'évolution du prix du gaz naturel. Et là, nous avons eu des changements majeurs. S'il est un marché, ce que vous devez assurer, c'est bien entendu, mais je pense que j'enfonce une porte ouverte, c'est celui des méthaniers.
nous avons une nouvelle commodité qui s'appelle le gaz naturel liquéfié, avec un énorme développement, en particulier en Asie. Vous voyez, c'est la courbe rouge que vous voyez là, avec une demande considérable, parce que le gaz naturel a un gros avantage, c'est qu'il est quand même sacrément moins polluant que le charbon. Et la grande innovation de ces dernières années, ça a été le développement de plateformes flottantes de regazéification, ce qu'on appelle, alors ça, comme c'est des trucs flottants, je pense que vous les assurez, ce sont les Floating Storage Regazeification Unit, FSRU, qui permettent à des petits marchés d'importer du gaz naturel et d'utiliser ce gaz naturel pour produire leur électricité à la place de ce qu'ils importaient jusque-là, qui était du charbon. C'est valable pour toute la côte africaine, c'est valable en Asie, et c'est en train de totalement modifier la scène énergétique mondiale. J'accélère et j'en viens au marché des métaux, très rapidement, mais là aussi, vous voyez les évolutions. Vous voyez, on retrouve toujours d'ailleurs, la première fois où nous nous sommes réunis au moment où les marchés étaient au plus bas. C'est simple. Et donc, on a eu exactement la même réaction, montée alors, sur les métaux par les besoins énormes de la Chine, avec ensuite, vous le voyez, un lent ralentissement qui correspond au fond à la maturité, une sorte de maturation de la Chine, et puis à l'arrivée sur le marché de nouvelles capacités de production. Nous sommes vers 2015-2016, et depuis une certaine reprise. Alors une certaine reprise, alors un peu anecdotique, mais pas seulement, liée à de nouveaux besoins. Ce qui est fascinant, c'est que sur ces 10 ans, le monde a évolué. Reprenez vos téléphones portables d'il y a 10 ans. Peut-être même certains d'entre vous n'avaient pas encore de smartphone. Aujourd'hui, bien entendu, tout le monde a ces engins-là. Eh bien, la grande nouveauté, c'est le développement, alors d'abord des vélos électriques, maintenant des voitures électriques, des véhicules électriques, etc. Pour cela, il faut des batteries. La génération actuelle, ce sont des batteries au cobalt et au lithium. Alors, bien entendu, on s'est demandé, mais où est-ce qu'il y a du cobalt et du lithium ? Le lithium, c'est pas trop compliqué, et c'est dans des pays relativement fréquentables, Chili notamment, et puis Argentine. Le cobalt, c'est plus problématique, parce que le cobalt, c'est la République démocratique du Congo, qui a la moitié des réserves mondiales de cobalt, et vous savez que la République démocratique du Congo n'est pas beaucoup démocratique, et que, par ailleurs, elle n'est pas exactement un pays où règne la charité, l'amour du prochain, mais où le travail des enfants est un peu généralisé, ce qui fait que tous les bobos californiens qui veulent acheter leur Tesla sont un petit peu gênés, un tout petit moment, pas très longtemps, mais sont quand même un petit peu gênés de se dire qu'ils vont utiliser des batteries dans lesquelles il y a du cobalt dont ils ne connaissent pas l'origine. Ceci explique en particulier la flambée des prix du cobalt, dont les prix ont été multipliés par 4. Je vous signale que ceci a touché d'autres produits, notamment le nickel et le cuivre. Alors le nickel, je vous le signale pour ceux qui ne sont pas français dans cette salle, le nickel nous intéresse beaucoup en France parce que c'est le seul métal que nous produisons dans un de nos territoires d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, où il y a un référendum à l'automne prochain et le bonheur des Calédoniens est largement lié au prix du nickel. Alors ça va mieux à l'heure actuelle parce qu'à 14 000 $ la tonne, les producteurs couvrent à peu près leur coût de production. En dessous de 10 000, c'était pas bien du tout et l'économie de ce qu'on appelle le caillou est largement liée à l'économie du nickel. C'est aussi une forme de dépendance que l'on retrouve. Je vous passe l'histoire du cuivre. J'aime bien le cuivre parce qu'au fond, le cuivre il reste fondamental dans le développement économique. On a beau dire, penser à la fibre optique, etc., mais le cuivre, quand vous construisez votre maison, si vous mettez de l'électricité, vous mettez du cuivre. Et donc le cuivre est probablement le métal qui est le meilleur indicateur de l'économie mondiale. Et au fond, quand vous regardez cette courbe, vous avez l'histoire des 10 années que nous venons de connaître au niveau mondial. Je mentionne simplement un autre produit qui est important, qui est l'acier, qui est le fer et l'acier.
tout simplement parce que sur ces 10 années, la production d'acier en Chine n'a pas cessé d'augmenter. Alors, c'est intéressant parce que Peter Navarro, le conseiller économique de Donald Trump, a eu cette phrase extraordinaire: « Un pays qui n'a plus de sidérurgie n'est pas un pays qui se respecte ». Aujourd'hui, la Chine produit 55% de l'acier mondial. Ils ont battu un record, je ne l'ai pas mis là, ils ont battu un record au mois de mai. Ils ont produit 3 millions de tonnes d'acier par jour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils doivent être sur un rythme, alors ça c'est peut-être un peu exceptionnel, ils vont probablement faire 900 millions de tonnes d'acier. Ce qui montre bien d'ailleurs qu'il y a de la réalité dans la croissance chinoise et que c'est cela que vous retrouvez dans Belt and Road. Je passe rapidement sur les produits alimentaires parce que le temps du café approche. Vous pourrez mettre du sucre. Jamais le sucre n'a été aussi peu cher, ou presque jamais. Ça tombe mal parce que c'est le moment où justement la politique agricole commune a abandonné son dernier système qui était le système sucre. Enfin, comment ne pas conclure sur un marché qui vous est cher? Alors, je sais bien que ça n'est qu'une partie du transport maritime, mais c'est la partie la plus visible, parce que c'est sur le vrac sec que l'on a l'historicité la plus grande. Le Baltique, maintenant, produit des indices sur les tankers clean and dirty. On commence à avoir aussi des indices publiés par les Chinois sur les conteneurs, sur les principales routes. Mais curieusement, le vrac sec, c'est le plus ancien des indices, et souvent un certain nombre de mes confrères économistes l'utilisent comme un indicateur du commerce mondial, ce que j'ai jamais trouvé très très bon. Bon, vous connaissez l'histoire. L'indice a été créé en 85 et il était à 1000 en 85. Le monde connaît, finalement, il se balade entre 1000 et 2000, gentillettement jusqu'en 2004 à peu près. Lorsque nous sommes... alors, il atteint en mai 2008, notre indice est à plus de 12 000. Et en décembre 2008, il est à 600. Alors on peut penser qu'à 600, il a touché le plus bas. Et donc, d'ailleurs, il a rebondi, mais quand on s'est retrouvé pour la première rendez-vous de l'assurance transport, on pouvait se dire, bon ben ça y est, c'est reparti, etc. Manque de bol, le cycle du transport maritime, c'est le cycle de la construction navale. C'est beaucoup plus court. Je mets 2-3 ans à faire un bateau, là où il me faut 10 ans, 15 ans pour faire une mine ou un champ pétrolier. Et donc, la surcapacité arrive sur le marché et vous voyez un effondrement. Et je vous confesse que chaque année, je fais les prévisions. Et chaque année, je me trompais sur le fret maritime parce que je me disais, sur l'indice du Baltique, je me disais, il ne peut pas tomber plus bas. Et puis chaque année, il tombait plus bas. Et vous voyez, même début 2016, on était à 300, alors qu'on avait été à 12 000 en mai 2008. Alors à 300, bien entendu, on ne payait ni le capitaine russe, ni l'équipage philippin, ni l'armateur maltais, ni le pavillon libérien. Je donne dans la caricature, bien entendu, vous me corrigerez naturellement, mais voilà. Alors depuis, c'est un peu remonté, ça n'est pas encore extraordinaire, puisque je vous rappelle qu'on est en dollars courants, que les frais peut-être ont diminué, mais on est sur ce segment du vrac sec à peine à l'équilibre. On bat des records en termes de démolition de tankers et il ne me semble pas que sur le marché des conteneurs, ce soit la joie la plus grande, même si on assiste chaque année à une augmentation de la taille des navires. Voilà, j'en viens à ma conclusion et je m'excuse, je suis responsable de ce débordement, mais finalement, maintenant, regardons un peu vers l'avenir. On a fait le bilan de ces 10 ans et on a vu combien ils avaient pu être imprévisibles. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre à l'avenir? Du point de vue géopolitique, bien entendu, le prochain tweet de Donald. Ce qui me paraît quand même le plus important, c'est peut-être moins la guerre commerciale Chine-États-Unis. Parce que la guerre commerciale Chine-États-Unis, les Chinois sont intelligents et je pense qu'ils sont capables de gérer Donald. Ce qui est plus grave, c'est les relations États-Unis-Europe au prisme
des différents contentieux commerciaux et au prisme surtout de l'affaire iranienne. Et là, c'est très grave, car manifestement, il est clair que nous avons une sorte de droit de seigneuriage des États-Unis sur pratiquement l'ensemble de la planète, et ceci me semble quand même relativement intolérable. Ce qu'il faut aussi surveiller, mais c'est évident, c'est le grand jeu dans la zone du Moyen-Orient au sens le plus large, que ce soit les relations ambiguës Israël, Arabie Saoudite, le jeu de l'Iran, de la Russie, etc. Vous le savez, mais il y a tant d'étincelles qui peuvent à tout moment remettre en cause de précaires équilibres. Du point de vue économique, je serais presque plus rassuré, dans la mesure où, aux États-Unis, nous devons tenir compte d'une économie relativement haussière. À mon avis, les États-Unis sont sur un trend de croissance de l'ordre de 2,5%. M. Powell a pu augmenter les taux, il va continuer à les augmenter. Et ceci, d'ailleurs, va avoir une traduction, et c'est un point dont je n'ai pas parlé, sur ces 10 années, ça a été le dollar. Ça a été le dollar. Et quand nous nous sommes vus pour la première fois, nous étions dans une phase qui a été un peu chaotique, mais ce qui marque quand même la période, c'est la nette remontée du dollar jusqu'à atteindre, là vous avez la courbe du taux de change effectif nominal du dollar, jusqu'à atteindre donc le dollar versus les autres devises, avec les autres monnaies avec lesquelles les États-Unis commercent, jusqu'à atteindre un maximum au début de 2017. Depuis, le dollar était légèrement en baisse. Aujourd'hui, eh bien, on voit un sentiment qui redevient haussier en ce qui concerne le dollar. J'en ne suis pas mécontent parce que ça faisait partie un petit peu de mes prévisions, mais au début de l'année, la plupart de mes confrères tablaient sur un taux de change euro-dollar de 1,25. J'étais à 1,15. Pour l'instant, j'ai raison. Est-ce que j'aurai raison longtemps? Je ne peux point vous le garantir, mais vous avez notamment un différentiel de taux, et notamment de taux long, qui explique cela. C'est quelque chose de très important. Ceci d'autant plus que nous connaissons en Europe une petite période de vague à l'âme. Je continue à penser que la France peut avoir cette année une croissance de l'ordre de 2%. Je suis peut-être un peu trop optimiste, car le moteur allemand marque quand même un peu de peine. Je ne suis pas inquiet pour l'Italie, car en général, c'est dans le chaos politique que l'économie italienne s'est toujours le mieux portée. Mais il n'en reste pas moins que les incertitudes européennes vont peser quand même sur nos perspectives. Je passe sur la Chine qui ne m'inquiète pas trop, et bien entendu sur les marchés, les grandes inconnues, c'est ce qui va se passer sur la scène énergétique, ce qui va se passer aussi sur la scène climatique. Enfin, pour conclure, je reviens au titre de notre rapport Cyclope, le ciel rayonne. Oui, le ciel rayonne. Faut-il pour autant se réjouir autant? Et les questions que je pose maintenant sont celles que se poseront nos successeurs. Je pense que j'aurai atteint un âge limite de retraite en 2028 et que je ne serai peut-être plus invité parmi vous, mais vous vous en souviendrez peut-être. Nous sommes dans un monde où il n'y a plus de gouvernance mondiale. Alors, dans un monde dans lequel on se sera peut-être débarrassé de Donald Trump, ça n'est même pas si sûr, car les perspectives électorales pour lui sont relativement favorables. Dans un monde où le Moyen-Orient est dans le tourment le plus total, et ceci, là aussi, va durer, dans un monde où l'Europe n'a pas trouvé ni de second, ni même de premier souffle, dans un monde, surtout, où nous avons accumulé les dettes. Le fardeau des dettes mondiales représente aujourd'hui 3 fois le PIB mondial. Il faudra bien ces dettes un jour, sinon les annuler, certainement pas les payer, au moins les effacer. Et pour l'instant, nous n'avons pas le grand coup de balai inflationniste qui serait nécessaire. Et ce fardeau des dettes pèse, et il pèsera plus d'ailleurs à l'avenir
avec la probable remontée des taux d'intérêt. Et dans ce cas-là, et dans ce cadre général, la seule chose dont je sois sûr, c'est que les marchés qui sont les nôtres, ceux du fret, ceux de l'énergie, ceux des métaux, ceux de toutes ces denrées essentielles à la vie dans un monde qui ne sera pas dématérialisé dans les 10 années à venir, ces marchés seront toujours marqués au coin de l'instabilité et de la volatilité la plus totale. Au fond, nous avons en 2018 largement tourné la page de la crise économique de 2008. Nous sommes rentrés dans une autre période qui est celle que j'appellerai la crise géopolitique de 2018. Je vous remercie de votre attention, m'excuse d'avoir été atrocement long, mais vous comprendrez que le sujet en valait la peine. Merci. Et comme les portes sont ouvertes, c'est l'heure du café. Les prix du café sont légèrement en baisse. Si vous mettez du sucre, c'est totalement effondré. Quant au lait, on peut discuter, mais il y a de fortes tensions sur le marché du beurre, mais point sur le marché de la poudre. Vous voyez qu'on peut toujours, finalement, voir le monde par le prisme des marchés.